Votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Krebs. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Votre invité est historien. Camille Pascal a eu plusieurs vies puisqu'elle a aussi été conseillée à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Il est également auteur et romancier avec ce livre L'été des 4 rois aux éditions Plomb. Bonsoir Camille Pascal. Bonsoir Sonia. Je vais d'abord m'adresser à l'historien en ces jours de commémoration. Cérémonie ce matin en présence de vétérans britanniques et hommage à la résistance cet après-midi en ce moment même. Beaucoup d'émotions, des moments forts comme par exemple la lecture de la lettre d'un jeune résistant, Henri Fertré. Lettre magnifique. Vous l'avez lu, lettre magnifique, qui d'ailleurs remet un peu d'équilibre dans la mémoire de la résistance, parce qu'on voit que ce jeune homme était un fervent catholique. On a souvent mis les catholiques du côté de Vichy. C'est oublié quand même qu'ils ont participé à la résistance, au sauvetage des Juifs pendant la guerre. Et le chant des partisans, c'est quand même ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Et bien là, on en avait un de 16 ans qui croyait au ciel, puisque la dernière phrase, et qui est terrible, c'est au moment où les Allemands, en espérant que ce n'ait pas été d'ailleurs des policiers français, viennent l'arrêter dans sa cellule, et le dernier mot qu'il dit à son père, « Papa, priez pour moi, car je serai maintenant, votre fils sera aux côtés de Dieu ». Alors on peut sourire du mysticisme, mais qui est aussi le courage d'un enfant de 16 ans. Moi, ça me donne la chair de poule. On pose souvent la question suivante, une fois que les vétérans auront disparu, de la manière avec laquelle on fera vivre ces cérémonies et puis l'anniversaire du débarquement. Comment ancrer cela dans la mémoire des plus jeunes aujourd'hui ? Parce que je crois qu'il faut sortir de la mémoire. Je crois qu'il faut en finir avec la mémoire. Vous, l'expression devoir de mémoire, nous sommes dans l'histoire. Dans l'histoire. Et l'histoire, ce n'est pas la mémoire. Parce que la mémoire, elle fait un tri sélectif. L'histoire, dans la mesure du possible, quand elle n'est pas totalement étranglée par l'idéologie, elle reconstitue, elle compare, elle critique et elle construit normalement un discours rationnel. Donc, quand les témoins ne seront plus là, alors peut-être qu'enfin, le travail de l'histoire commencera. Mais il avait déjà commencé. Mais voilà, à un moment donné, il n'y aura plus de témoins, il n'y aura plus que des historiens. C'est important, les historiens. C'est et il y a les archives, et puis pour se recueillir, il y a les cimetières, il y a celui de Colleville-sur-Mer. Au lieu de mémoire est saisissant quand vous voyez, au lieu d'histoire, devrais-je dire alors, quand vous voyez l'alignement de ces tombes. Je voudrais vous faire réagir sur une polémique, parce que tout n'est pas consensuel en ce jour, en ce D-Day. Sans la Russie, sans Poutine, et la Russie vient d'appeler, je cite, à ne pas exagérer le rôle du débarquement allié et à ne pas minorer ainsi le rôle de l'URSS dans la défaite d'Hitler. Qu'en pensez-vous ? Parce que, alors, c'est compliqué parce que l'histoire, la Russie dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ça commence par le pacte germano-soviétique. Ce que Poutine oublie dans cette affaire. Et donc, c'est en cassant d'une certaine façon les jambes des démocraties et qui permet à Hitler de mettre toutes ses forces du côté atlantique. Bon. Après, quand Staline se réveille de sa grande dépression, il ouvre ce front. Et là, c'est vrai que le sacrifice, c'est le sacrifice quand même de millions de Russes qui va affaiblir le Troisième Reich. Et c'est à la demande des Russes que l'on va enfin ouvrir un front du côté atlantique, c'est-à-dire le débarquement. Alors avec un premier débarquement raté à Dieppe en 1942, et puis le débarquement de 1944. Alors, Sonia, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien il y a de soldats américains enterrés au cimetière de Colleville? Dites-nous. 9 900 et quelques. Combien y a-t-il de soldats français dans l'ossuaire de Douaumont? Dites-nous. 130 000. C'est-à-dire qu'en réalité... Vous allez nous dire, je suppose, par votre argumentaire, que les Américains ont davantage agi en bombardant qu'en étant véritablement à terre sur le terrain avec moins de victimes. Ce que je veux dire, c'est que on donne une importance fondamentale depuis une trentaine d'années au débarquement. Pourquoi ? D'abord pour des raisons évidemment politiques, parce que dans le contexte de la guerre froide, alors que les communistes expliquaient que la Russie avait sauvé l'Occident et écrasé le nazisme, il fallait évidemment donner un rôle majeur aux États-Unis. Entendons bien, ce rôle a été majeur, mais c'est vrai que d'un côté, vous avez des millions de moujiks qui se font... Camille Pascal, mais c'est important. Quand la Russie dit il ne faut pas exagérer le rôle du débarquement allié, vous nous dites tout n'est pas faux dans ce que dit aujourd'hui la Russie. Je dis que le débarquement allié est tout sauf un détail de la Seconde Guerre mondiale, d'accord ? Voilà. Mais c'est un moment crucial parce qu'il oblige, au fond, il encercle, il prend en tenaille l'Allemagne nazie.
Bon. Et d'ailleurs, ensuite, il y a une concurrence pour le premier qui va arriver à Berlin. Ce que je dis, c'est qu'il faut entendre ce que disent les Russes. Et que si on veut qu'ils soient les grands oubliés de ces commémorations. Et que si on veut un monde de paix, il ne faut pas oublier ceux qui ont combattu. On a besoin de tout le monde. Oui, sinon on revient dans une sorte de guerre froide. Voilà pour ces cérémonies, mais je voudrais qu'on reste, Camille Pascal, encore dans l'histoire, dans la mémoire. Je voudrais vous faire réagir à une polémique depuis que l'écrivain, la polémiste Christine Angot, c'était samedi soir sur France 2, a évoqué l'esclavage et la Shoah, expliquant que la Shoah n'est pas comparable à l'esclavage et que, c'est sa phrase, les traumatismes ne sont pas les mêmes. Indignation, tollé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis extrêmement inquiet, Sonia. Je le dis solennellement, je suis extrêmement inquiet parce que dans ce pays, plus personne ne peut rien dire. Alors écoutez, je crois que je ne peux pas être plus opposé à ce que représente, à ce qu'incarne, que ce soit politiquement ou même dans la littérature, à Christine Angot. Mais a-t-on le droit de parler ? A-t-on le droit, aujourd'hui, de dire un certain nombre de choses ? Alors peut-être maladroitement, peut-être... Mais vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui pour moi représente la France. C'est que lorsque Rousseau est inquiété pour ses écrits, Voltaire lui écrit une lettre magnifique. Il lui dit « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » Ça, c'est la France. Donc voilà. La polémique n'est pas justifiée. C'est la France. Et je vais vous dire une chose. J'en ai assez que dans ce pays, ce soit les réseaux sociaux qui décident de ce qui est dissible et de ce qui est indicible. Et deuxièmement, je le dis solennellement, nous ne pouvons pas continuer à entrer dans cette concurrence mémorielle. Chacun aujourd'hui veut être victime de quelque chose. Chacun veut, d'une certaine façon, sa mémoire et l'oppose à celle des autres. Voilà. Christine Angot n'a pas parlé en historienne. Christine Angot, elle a parlé en écrivain. Bon, eh bien, elle a le droit de parler en écrivain. Moi, c'est la seule chose que je peux dire. On a bien compris le message. Droit. Camille Pascal, je vais revenir à l'actualité pour conclure, à l'actualité politique. En vous présentant tout à l'heure, Sébastien a précisé que vous avez été conseiller à l'Élysée, c'était sous Nicolas Sarkozy. Vous avez, j'imagine, un regard sur tout ce qui se passe en ce moment, d'autant plus que vous avez été aussi à l'origine de l'UMP. La question qu'on a envie de vous poser, c'est, elle est où cette droite ? Elle est où la droite sociale, gaulliste, bref, la droite populaire ? Vous êtes bien informé parce qu'à l'époque, vous deviez être au jardin d'enfants ou en grande maternelle. Mais il se trouve qu'en effet, à l'époque, à la demande de Dominique Baudis, c'était en novembre-décembre 2000, donc il y a quasiment 20 ans, j'ai écrit pour lui l'appel à l'union entre gaullistes, libéraux et centristes. Je me souviens que nous avions trouvé ensemble une formule qui était l'union de la droite, elle est comme la lettre d'Edgar Poe posée sur la table et personne ne veut la voir. Et cet appel avait été signé par... près de 300, je crois, parlementaires, et ça avait entraîné la naissance de l'Union pour une majorité présidentielle qui va devenir l'UMP, Union pour une majorité populaire. Donc, moi, c'est d'une certaine façon, c'est ma famille, même si j'ai pas toujours été à jour de ma carte, et peut-être ne suis-je pas aujourd'hui. Elle est en mauvais état, votre famille, hein ? Bah, elle est, comment dire, elle est réduite, c'est Balzac, quoi, c'est à la peau de chagrin. Et moi, ce que j'entends, c'est les uns, les autres qui disent on va proposer notre droite. Alors, mais écoutez, 8% et demi. Je pense qu'il y a certainement plus de 8 personnes à l'UMP qui se voient un destin présidentiel. Aux favoris républicains, ça fait 1% chacun. Ben, je crains que ce ne soit pas avec ça qu'on arrive à quelque chose. À bon entendeur, comme on dit. Je vais terminer. Nicolas Sarkozy. À la fois c'est proche et à la fois c'est très loin de moi. Nicolas Sarkozy perçu comme le meilleur leader pour incarner la droite. Il reste l'avenir. Il reste un des grands présidents français. Il reste un de ceux... Écoutez, quand même, parce que Nicolas Sarkozy, il a été de bon ton quand même de le traîner dans la boue. Le seul homme politique français qui a réussi à faire baisser le vote du Front National à moins de 10% en 2007 et à 6,5% en 2009, c'est lui. J'en connais pas d'autres. Donc vous répondez à ma question, oui. Merci Camille Pascal, merci d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.